Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Espace littéraire. Collection fondée par Maggie Albet. Dernière parution. Alexandrine Descotes, Marine Westphal, Valérie Benghezal, Sabine Osnack, Ricochet, Concours littéraire francophone de la Nouvelle George Sand 10e édition 2015. Isabelle Constant, Le Robinson antillais. De Daniel Defoe à Patrick Chamoiseau, 2015. Tianan Liu, L'image de la Chine chez le passeur de culture François Cheng, 2015. Jacquesa Lelay, Le Parnasse breton. Un modèle de revendication identitaire en Europe, 2015. Servilien UKIZ2, La pratique intertextuelle d'Alain Manbankou. Le mythe du créateur libre 2015. Elena Balzamo, Je suis un vrai diable. 10 essais sur Strindberg, 2014. Fatima Ahnouch, Littérature francophone du Maghreb. Imaginaire et représentation socioculturelle, 2014. Céline Bricker, Une histoire thématique de la littérature russe du XXe siècle. 100 ans de décomposition, 2014. Elisabeth Schultz, Identité séfarade et littérature francophone au XXe siècle, 2014. Yelena Novakovic, Ivo Andrić. La littérature française au miroir d'une lecture serbe, 2014. Przemysław Szczur. Produire une identité, le personnage homosexuel dans le roman français de la seconde moitié du XIXe siècle, 1859 à 1899, 2014. Nabil El-Jabbar, l'œuvre romanesque d'Abdelkébir Katibi, 2014. André Nola, Les figures du destin dans les romans de Malraux, 2014. Olivier Pierre Thebault, Par-delà l'enfer et le ciel, essai sur la pensée de Charles Baudelaire, 2014. Dédicace. À la mémoire de ma grand-mère, Virginie Péguin, qui a su m'enseigner que la nostalgie est le corollaire de l'espoir. Remerciements. Je tiens à remercier ici chaleureusement mon directeur de thèse Dr Jack Yeager de son enthousiasme indéfectible pour ce projet, depuis ses balbutiements en janvier 2007 jusqu'au marathon des derniers amendements. Je retiendrai son souci du détail, son écoute sans pareille, sa disponibilité toujours, et toujours cet habile mélange qui lui est propre, celui de diriger avec conviction et précision tout en suggérant par le détour d'une connaissance sans fond, des pistes de travail hors des sentiers battus et des rapprochements inattendus. La confiance dont il m'a fait preuve durant ces 4 années m'a permis de mener à bien cette recherche. Je lui sais particulièrement gré d'avoir perçu avant tant de finesse que cette étude se situait aux confins d'un parcours académique autant que personnel. Ma gratitude va également aux 4 autres membres de mon comité, Dr Kevin Bongiorni, Dr Pius Ngandu Nkashama et Dr John Protevi. Leurs commentaires pertinents et judicieux ont eu un énorme impact sur le produit final. Sans leur recul, leur curiosité intellectuelle et leur bienveillance à mon égard, mon travail n'aurait pu me satisfaire entièrement. Je leur témoigne donc ma reconnaissance et renouvelle par ailleurs mon admiration pour leur travail d'enseignant et de chercheur. Je remercie enfin tous les membres de ma famille proche, ma mère, ma sœur, ma tante et mon oncle d'avoir manifesté un intérêt renouvelé et authentique pour ce périple parfois douloureux. C'est en grandissant auprès d'eux, en faisant l'expérience de leur solitude et en analysant leurs manières respectives de se colter à leur destin de Français d'Algérie qu'a sans doute germé mon goût pour l'entre-deux. C'est à eux que je dois l'hybridité de mon identité, et par conséquent de mon écriture. Introduction. À l'endroit des pieds noirs, les représentations littéraires, iconographiques et cinématographiques postérieures à 1962 nous offrent le reflet d'un imaginaire collectif oscillant entre 2 extrémités diamétralement opposées. D'une part, le pied noir est perçu comme le bourreau responsable des maux que la métropole a subis en marge, ou en direct, du conflit qui a vu s'affronter durant plus de 8 ans, du 1er novembre 1954 au 19 mars 1962, les Français d'Algérie aux indépendantistes algériens. Ainsi, après s'être soi-disant enrichis sur des terres spoliées, après avoir bravé les droits de l'homme en faisant suer le burnou, voilà que celui qui exploitait autrefois l'indigène est à son tour, bouté hors de France par celui-là même à qui il refusait, avec tant de panache gallique, la nationalité française. En cela,
le pied-noir nous est présenté comme l'aventurier sans vergogne de la Mitidja, méritant son sort ultérieur de colon déchu. D'autre part, l'imagerie collective n'en finit pas de s'apitoyer sur le sort de ces Français d'outre-mer acculés à condenser en l'espace de quelques minutes et dans celui confiné d'une valise, le train modeste de leur existence, contraints de s'embarquer pour une terre que la plupart d'entre eux méconnaissent, en particulier mais pas exclusivement, ceux qui d'extraction étrangère ont acquis la nationalité française et dont ils craignent qu'elle ne leur offrira rien de semblable à la colonie, compte tenu des circonstances aussi précipitées que dramatiques. L'attente interminable d'indemnisation qui ne traversèrent parfois jamais la Méditerranée, l'accueil souvent glacial des métropolitains assorti des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ces expatriés dans leur propre pays font de cet épisode l'un des exodes les plus atroces depuis la Seconde Guerre mondiale et des pieds-noirs, les rapatriés, une appellation qui, quoique relativement mal acceptée par les Français d'Algérie lui préférant celle, moins misérabiliste, de repliés, met en exergue leur statut corollaire de victimes. Nulle migration humaine ne déstabilisa autant la métropole, pas même lorsque les quelques 200 000 Alsaciens-Lorrains choisirent de conserver la nationalité française après 1870, optant d'ailleurs souvent pour une réinstallation en Algérie. Face à cette polarisation sinon manichéenne, du moins stéréotypée, il nous est apparu crucial d'apporter un éclairage nuancé en insistant sur l'hétérogénéité de la communauté pied-noire. Lorsque nous nous penchons sur les travaux en cours qui ont trait à son identité, nous sommes contraints de nous rendre à l'évidence suivante. L'amalgame est souvent de rigueur qui consiste à associer exclusivement le pied-noir à la guerre d'Algérie. Notre étude vise principalement à dépasser cette équation de base et à décliner la multiplicité des identités qui marquent ce peuple de l'exil. Pour ce faire, il nous a fallu nous inspirer des travaux incontournables de certains chercheurs. Sur le plan historique et culturel, Joëlle Hureau nous apparaît comme l'une des rares historiennes à attacher autant de poids aux événements historiques et politiques qu'aux traditions populaires. Son ouvrage détaillé La mémoire des pieds-noirs nous a éclairés comme un phare dans la conduite de cette étude identitaire. Les travaux de Benjamin Stora, chantre de l'histoire du peuple pied-noir, nous ont permis de faire le lien entre passé et présent. Gourou devant l'éternel de la guerre d'Algérie et des questions ayant trait à l'identité et l'exil, Stora éclaire notre compréhension de ce chapitre sanglant de l'histoire française par le biais de passerelles vers l'actualité et sa cohorte de polémiques, notamment celle autour de l'identité nationale, de l'immigration et de la politique d'intégration et d'assimilation. Ainsi, sa démarche rhizomatique permet le recul, sa connaissance des États-Unis, des parallèles pertinents auxquels nous sommes plus que redevables dans notre approche interdisciplinaire. En matière de littérature pied-noir, Lucienne Martini est sans doute celle qui nous a le mieux ouvert la voie vers une compréhension affûtée des étapes successives de l'écriture des Français d'Algérie. Son étude sur les jeux autobiographiques fait écho aux thématiques du soi et de l'autre, deux acteurs irréductibles du contexte colonial. Nous nous tournerons vers Martini également lorsqu'il s'agira d'examiner le cas pied-noir par excellence, Albert Camus. Compte tenu de notre volonté de produire une étude interdisciplinaire justement pour décloisonner le mystère pied-noir et pour conjuguer cette identité sous d'autres formes et disciplines artistiques, Caroline Hitz nous a procuré l'examen le plus actualisé du cinéma post-colonial. Nous devons à son analyse sur les titres et la distribution des productions cinématographiques autour du système colonial, l'inspiration d'un rapprochement entre les documentaires sur la guerre, la problématique de la censure et les représentations du pied-noir à l'écran. Héritier de ce panthéon de chercheurs jalons, nous avons souhaité une recherche éminemment interdisciplinaire se distinguant des travaux existants selon trois pôles d'études. Les productions visuelles et scéniques, les auteurs et créateurs non pieds-noirs ainsi qu'un état des lieux actuel de cette identité. Notre étude vise à répondre à trois questions essentielles. Peut-on représenter le pied-noir et si oui, sous quelle forme ? Faut-il être pied-noir pour parler et mettre en scène la pied-noiritude ? Le pied-noir est-il une espèce en voie d'extinction ? Comme nous le verrons dans le chapitre 1er, les pieds-noirs ne peuvent pas être de facto regroupés derrière l'oriflamme de la solidarité méditerranéenne. Quoique tentant, cet idéal proche du Mar Nostrum prôné par l'algérianiste Louis Bertrand présente ses limites. Il serait donc infortuné de lui conférer plus que ce qu'il nous offre de dimensions certes unificatrices mais pour le moins, démagogues.
Comment en effet réunir sous une même appellation alsacien, corse, espagnol, juif, italien, maltais et mahonnais? Ni la vénération au soleil, ni l'attachement féroce à la terre, ni la mythification de la mer autant que celle de la mer, trois caractéristiques foncièrement emblématiques de leur identité commune, ne suffisent à justifier un tel raccourci référentiel. Non plus leur faconde légendaire, leur verbe haut et leur gestuelle colorée d'optimisme. Un fossé sépare l'enfance d'un Camus et d'un Robles, tous deux élevés en l'absence de père et de moyens dans les quartiers populaires d'Alger, de celle d'une Sixou, issue d'une famille juive bourgeoise à qui la nationalité française acquise par le décret Crémieux fut retirée sous l'occupation. Est-il par conséquent aberrant de vouloir amender les visions réductrices qui font de Cagayou l'acolyte de Meursault? Il est indéniable qu'un démenti s'impose visant à déconstruire ces images d'Épinal, par le truchement d'une exploration des kaléidoscopes culturels et cultuels. Ceux que l'on nomme communément pieds noirs sans qu'ils aient eux-mêmes opté de plein gré pour cette appellation de fausse communauté reconstituée après l'arrivée en métropole, partagent tous une allégeance à l'Afrique du Nord mais tous se distinguent dans leur rapport profond à l'autochtone, à l'enfance et au colonialisme. Sous l'interdisciplinarité d'une approche à la fois historique et sociologique, et dans le but de rafraîchir les mémoires subjectives de la réalité historique, notre premier chapitre s'évertue à défaire le mythe Couscous Merguez 4 en explorant l'identité plurielle d'un peuple qui, à l'instar du pionnier américain, rue face aux facéties de sa destinée hybride de héros et de boucs émissaires. Nous nous penchons sur les origines de cette population, pour mieux en percevoir les caractéristiques bigarrées et hétérogènes. Qui sont les pieds noirs? D'où viennent-ils et à quelle période remonte leur enracinement en terre africaine? Quelles sont les motivations qui animent leur ancrage au Maghreb? Celles-ci sont-elles, comme on leur a longtemps et souvent reproché, purement économiques, ou leur implantation est-elle sous-tendue par un lien affectif qui transcende l'aspect lucratif de la colonisation? En somme, est-ce la terre qui fait le pied noir et si oui, l'allégeance que nourrit le pied noir pour la mère patrie est-elle identique quelles qu'aient été ses origines? Enfin, les racines étymologiques du terme pied noir nous renseignent-elles sur les rapports qui sous-tendent la société coloniale et son melting pot? En matière de représentation des pieds noirs, force est de constater que l'imagerie collective repose souvent sur des impasses qui ne proposent qu'une lecture figée de cette communauté, empreinte toujours du poids d'un épisode historique douloureux sur lequel la France, en tant que nation, n'a que très tardivement de surcroît jeté la lumière, la guerre d'Algérie. Qu'il s'agisse des 4 millions d'hommes qui y ont participé, appelés militaires de carrière, gendarmes, harkis, SAS, etc., des 250 000 malades ou blessés et des 28 000 victimes que cette guerre sans nom aura occasionné autant que des retombées économiques et professionnelles liées au rapatriement en masse de 800 000 ressortissants français en métropole, autrement dit 800 000 cas sociaux, dès l'été 1962, le pied noir, autrefois héros des valeurs de la République, constitue, depuis le Sibyllin Je vous ai compris, 5 et la signature des accords d'Évian qui est s'apostrophe. En suivi en juin 1961, la figure de proue d'un système désormais obsolète et immoral, en contradiction flagrante avec les valeurs démocratiques de l'Hexagone. Gardons à l'esprit à l'orée du deuxième volet de cette étude, qu'aux yeux des historiens et du grand public, l'identité pied noir est souvent perçue comme s'articulant autour du rapport que ces derniers entretiennent avec le conflit franco-algérien alors que c'est le là-bas, précédant la débâcle et l'exode que le pied noir tente de garder en mémoire. Pour substituer la mémoire individuelle à la mémoire nationale ou collective, le pied noir emprunte la voie de l'autobiographie, un nécessaire affranchissement du fardeau de l'histoire coloniale. Nourri des travaux de Pierre Nora sur le triptyque Mémoire-Archive, Mémoire-Devoir et Mémoire-Obligation, notre analyse explore le concept de nostalgérie et ses effets sur la psychologie du rapatrié et du là-bas, que le pied noir a hissé au rang de culte comme pour s'assurer un ancrage ou pour refuser cet ancrage en perpétuant l'opacité d'une mémoire gynécée, du fait de son lien avec la mère et l'enfance ou mémoire mashrabia. Au-delà de la vision galvaudée du paradis perdu, il nous apparaît essentiel d'envisager ce là-bas, moins comme un interstice salvateur que comme un lieu de l'énonciation voire de la dénonciation, un lieu autre, emblématique des injustices de l'histoire, un lieu en marge qui octroie au pied noir l'ambivalence de ses prises de position vis-à-vis de la métropole et de l'Algérie. En aucun cas nous apparaît-il
La guerre d'Algérie parvient-elle brosser à elle seule le portrait de la communauté pied-noir dans ses particularismes identitaires les plus emblématiques? Afin de rendre compte de façon détaillée de cette mémoire qui fait de l'oubli, conscient ou inconscient, une attaque contre le passé, pour reprendre l'expression de Michel de Certeau, nous assortissons notre analyse du travail qu'a mené l'historien Paul Ricoeur sur les rapports entre mémoire, histoire et oubli ainsi que de celui de l'historienne Anne Roche sous la forme de centaines d'entretiens avec des pieds-noirs. Nous nous attachons à ce stade à faire la lumière sur ce rapport tronqué à la mémoire. Dans un troisième chapitre, et dans un prolongement de l'identité, la caractéristique qui fait de la communauté pied-noir une question à part dans le discours post-colonialiste, c'est que les pieds-noirs sont des citoyens français et qu'ils l'ont toujours été. C'est en cela qu'ils appartiennent à deux patries, l'une d'adoption et l'autre de naissance, sans jamais trop savoir dans quel ordre. Otage des aléas de l'histoire de la décolonisation, le pied-noir en revanche est voué à l'errance, à l'exil désincarné. Sa terre d'adoption n'est plus, et c'est précisément parce que son ancrage fait partie d'une parenthèse spatio-temporelle éliminée par le cours de l'histoire qu'il devient une figure fascinante, un martyr de la colonisation, une victime boomerang de son propre destin, un avatar bien distinct de la colonisation. Une autre question qui occupe notre raisonnement est celle de la destinée des jeunes générations issues de familles de pieds-noirs. Les générations anciennes ont-elles transmis leur douleur en héritage? Ont-elles fait vœu de ne pas encombrer les jeunes d'un penchant pour qui la nostalgie, qui l'amertume ou encore le sabotage suicidaire d'une existence non choisie? S'agit-il d'une identité héréditaire? Ou les pieds-noirs sont-ils issus d'une lignée qui s'est effondrée au lendemain de 1962? En somme, le pied-noir de 3e voire 4e génération existe-t-il? Cette troisième étape se focalise sur le concept de subversion, outil de survie face à l'exil mis en place par le pied-noir. Le concept de différence étant au centre de la problématique identitaire des pieds-noirs, nous empruntons aux théories de Derrida en tentant d'établir des ponts entre théorie et production littéraire, d'une part, et les conditions d'exclusion, de manque et d'injustice, d'autre part. Autrement dit, en proposant une grille de lecture psychologique des œuvres littéraires et graphiques produites par les pieds-noirs, nous tenterons de jeter la lumière sur la construction du soi tel que l'envisage Baba dans sa relecture de Lacan et nous proposons un moyen de lier théorie et pratique. Cette partie de notre réflexion se nourrit de la réflexion post-structuraliste, des travaux de Saïd sur l'orientalisme et de la théorie psychanalytique de Fanon, notamment l'éradication de l'arsenal de complexes engendré par le rapport de force colonisé-colonisateur. Reterritorialisation, ce concept deleuzien fait l'objet de la 4e partie de notre étude. Son objectif principal y est d'accompagner le pied-noir dans sa quête d'identité et de réappropriation de l'espace en tentant de répondre aux questions suivantes. Compte tenu du fait que l'espace où évolue le pied-noir n'est plus, que l'Algérie française constitue désormais une réalité historique virtuelle, et que la réalité ne permet pas de revenir à la source, comment parvient-il à se reconstruire? Compte tenu que le thème du retour impossible demeure un leitmotiv de la littérature pied-noir, ce dernier a-t-il accès à ce tiers-espace préconisé par Baba, un espace de l'entre-deux qui use et abuse de la binarité en opposant le soi et l'autre dans un jeu de miroir identitaire? A-t-il une identité à part entière? Ou existe-t-il exclusivement à travers le prisme du regard de la métropole? Somme toute, est-il, pour reprendre les théories de Spivak, le citoyen subalterne qui n'aura jamais voix au chapitre, ni à celui de l'histoire nationale car les tabous continuent de faire barrage, ni à celui de sa propre histoire vu que son cheminement s'est arrêté au début des années 60 pour ne jamais exister que dans un passé d'autant plus pervers qu'il demeure inouï autant qu'inoubliable et inaccessible? Cette problématique de la liminalité et de l'obsession va nous conduire à développer notre analyse autour des productions cinématographiques. Or, si les phases principales de la guerre sans nom ont fait l'objet d'études scrupuleuses et ont donné naissance à des travaux exhaustifs, notamment menés par la figure de proue incontournable de cette recherche, Benjamin Stora, le conflit intérieur des Français d'Algérie, vu non comme le drame commun de deux nations dans le contexte de la décolonisation, mais comme une déchirure vécue différemment selon les individus reste tue, ignorée ou peu explorée, à la manière d'un mal honteux ou d'un secret de famille dérangeant. Souvent pudiquement retracé comme les événements, le conflit franco-algérien, si documenté fut-il,
ne nous offre toutefois qu'une version partielle et grossière de l'expérience pied-noir, une vision de l'histoire édulcorée de la censure nationale et non encore allégée du joug de la culpabilité du colonisateur face au massacre engendré des deux versants du conflit. Afin de mieux appréhender ce décalage entre deux mondes, deux histoires et deux identités, le recours à une méthodologie de déconstruction de l'image assortie d'une lecture deleuzienne, c'est-à-dire rhizomatique de l'histoire, s'impose. Pour que notre exploration de ce là-bas soit nuancée, il nous apparaît utile de nous focaliser dans un deuxième temps sur une partie de la communauté qui est emblématique de cette identité fluide, les femmes. C'est en grande partie à travers et grâce à elles et à leur production littéraire, graphique et cinématographique, que l'on est à même de repenser le rapport colonie-métropole, et par conséquent, repenser la vie du pied-noir après le déchirement sevrage de 1962. Enfin, pour clore cette étude de l'identité pied-noir, nous souhaiterions nous tourner vers l'avenir que réserve la création contemporaine aux représentations de cette communauté. Alors que les dernières générations de pieds-noirs commencent à s'éteindre, le flambeau est-il assuré ? Le sera-t-il par les pieds-noirs pour les pieds-noirs comme ce fut le cas au début de leur installation en métropole, ou la culture pied-noir sera-t-elle portée par d'autres, qu'ils soient métropolitains, beurs, algériens ou étrangers ? À en juger par les œuvres ultérieures à 1990 et celles qui bénéficient d'un véritable regain d'intérêt depuis 2001, date à laquelle le président Chirac inaugure, non sans soulever une polémique amère au sein des anciens combattants de l'Algérie française, une plaque commémorative en hommage aux Algériens tués lors de la manifestation du 17 octobre 1961, il semblerait que la relève soit assurée. À configuration nouvelle, correspond un traitement résolument nouveau de l'identité. Il ne s'agit désormais plus de veiller au maintien de l'ordre établi, celui de la vie en Algérie où tout le système colonial reposait sur une division savamment orchestrée entre la partie dominante et l'indigène, mais résolument de faire vivre la mémoire. S'agit-il là d'une démarche à reculons, aussi obsolète qu'obstinée dans son dangereux désir de glorifier le passé ? Devrait-on craindre un ressassement en filigrane des vicissitudes de l'histoire, pareil à une métaphore filée de l'oppression colonialiste, et par conséquent, véhiculant la dialectique française d'Algérie arabe désormais stérile et contre-productive face aux réussites de l'intégration-assimilation ? Or, si la tâche de ce dernier chapitre est bien de prédire l'avenir d'une mémoire, alors il est souhaitable que nous assortissions nos perspectives identitaires de la polémique attenant au récent débat sur l'identité nationale lancé par le gouvernement en 2010. Somme toute, si tant est que la pied-négritude ait joué un rôle politique dans le paysage français, si les pieds noirs ont convoqué les haines les plus courroucées et les témoignages de compassion les plus humains, n'est-ce pas précisément en cela que ces derniers représentent la fragmentation inhérente à l'identité française ? Le succès de certains longs métrages tels qu'Indigène ou encore L'ennemi intime et des hommes et des dieux, la profondeur distanciée de romans tels que Des hommes ou La solitude de la fleur blanche soulignent le besoin que ressent le grand public, non seulement de tourner une page délicate de l'histoire nationale, la guerre d'Algérie, mais de le faire sans crainte ni honte, afin de mieux affronter la différence dans un contexte d'immigration planétaire globalisée. Nous remarquerons que les pieds noirs, à l'instar de la communauté beure, français de deuxième voire troisième génération d'origine maghrébine, revendiquent leurs différences et que, face à une laïcité républicaine qui a maille à partir avec l'émergence virulente d'un communautarisme urbain, ceux-ci, par le biais de la création artistique et grâce à l'activisme de leur diaspora et de leur réseau associatif, multiplient les actions qui perpétuent leur statut camusien d'étrangers à l'histoire, à la France et à eux-mêmes. Chapitre 1 de l'histoire des noms, au nom de l'histoire. Au nom des pères. Avant même de faire le tour d'horizon des origines bigarrées de ceux que l'on regroupe sous l'appellation faussement inclusive de pieds noirs, il nous paraît utile de nous interroger sur l'étymologie de ce raccourci terminologique. Les zones d'ombre qui entourent celle-ci constituent en effet, à elles seules, un témoignage hautement emblématique du manque de consensus vis-à-vis de cette communauté hybride sur son identité plurielle et par conséquent, de l'impossibilité de l'encapsuler sous un vocable uni. La nébuleuse qui entoure les origines de son émergence reflète aussi avec force le système hiérarchisé en vigueur dans les 3 départements qui constituent l'Algérie française. Rappelons également en troisième lieu
que c'est à l'insu des principaux concernés que le terme pieds noirs a vu le jour. Pieds noirs en dépit d'eux-mêmes, pour ainsi dire. À l'époque des balbutiements de la colonisation, les autorités comme la population locale se pensaient et se désignaient en deux clans bien distincts. Les Arabes d'un côté, auxquels les Kabyles étaient injustement et aveuglément associés, et les Européens de l'autre. Pour désigner ce dernier groupe, la rue avait coutume d'utiliser le terme algérien, réservant le terme péjoratif d'indigène aux musulmans du cru. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on lui préfère une distinction moins dénigrante, à savoir musulmans et non-musulmans, même si, comme nous l'explique Xavier Yacomo, les uns et les autres pouvaient se qualifier d'Algériens. Toutefois, précise-t-il, avec la montée du nationalisme, cette dernière dénomination s'appliqua de plus en plus exclusivement à la population musulmane par opposition aux Européens, qui perdaient ainsi leur label d'origine, Robles, Pieds noirs 16. Au grand étonnement des Français d'Algérie, le terme pieds noirs, inconnu jusqu'alors en Algérie, infiltra les rues d'Alger par le biais du recensement de 1954 pour n'inonder que beaucoup plus tard la presse métropolitaine, lors du débarquement massif de l'été 1962, englobant en vrac les Juifs, les néo-français ou Français naturalisés, Français de souche et Européens d'Afrique du Nord. Précisons à ce stade de notre étude que si l'expression « pieds noirs » n'était pas en usage dans son sens actuel en Algérie avant 1954, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'y était pas usitée. Dans le volume édité en 1964 de son Grand Dictionnaire, Robert, lui-même d'origine pieds noirs, note que l'expression s'est d'abord appliquée aux indigènes par allusion aux pieds nus des Arabes du bled. Cette acceptation du vocable comme faisant référence aux va-nu-pieds autochtones s'avère avoir été principalement en vigueur avant la guerre au Maroc, pendant la guerre en Tunisie et au Maroc, en 1955, ou même avant au Maroc et en AOF, 17. En Algérie, elle ne s'applique donc uniquement aux indigènes, et ce avant la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que sa première apparition dans son acceptation date de 1955, corroborée par l'entrée de Gaston Hainaut dans son Dictionnaire historique des argots français, 1965. Elle doit sa paternité au Maroc et non à l'Algérie, et semble précéder de peu la publication en 1957 de Georges D'Amicio intitulée Les pieds noirs chez Albin Michel. Dans son ensemble, les pieds noirs refuseront et réfuteront avec véhémence et à juste titre cette identité de fortune. Leur préférence ira vers des expressions qu'ils auront été maîtres de choisir sans que la presse réductrice ou la métropole venimeuse les leur impose, comme on apposerait le faire d'un éleveur de bétail sur un arrivage fraîchement débarqué, soit pour en distinguer la provenance géographique, soit pour en marquer l'assimilation forcée au reste du cheptel. En effet, lorsque l'on sait le départ précipité qui a mis au pied du mur de nombreuses familles ou individus pieds noirs et qui les a dépouillés, le temps d'une traversée, de ce qui les définissait en grande partie, la terre algérienne, on mesure la surenchère péjorative qu'a pu représenter un label apposé et imposé comme un insigne diffamant. Cet estampillage injurieux s'avère être non négligeable pour ce qui est de la construction de leur nouvelle identité, d'autant plus que ce signifié ne pouvait dignement nommer un groupe aussi épars, encore moins si l'on garde en mémoire que le vocable fut jadis réservé aux indigènes. On notera dans notre chapitre que quoique bon nombre de pieds noirs finirent, bon gré mal gré, par asseoir leur identité en s'appropriant ce terme dénigrant, il ne faudra pas perdre de vue qu'ils le feront moins pour intégrer une société à laquelle ils auraient bradé une identité de remplacement que pour se dissocier du pathos 4 qui avait éprouvé un malin plaisir à leur renvoyer l'image humiliante de misérables cas sociaux expatriés dans leur propre pays. Pour justifier de son usage, au départ réservé aux classes les plus populaires, chacun y va de son interprétation personnelle, de la plus saugrenue à la plus plausible. Toute tentative de figer le signifiant dans une théorie unique demeure toutefois impossible, faute de supports écrits ou oraux, ce qui fait s'exclamer Gabriel Audizio « Ah, ces pieds noirs, je crois avoir tout essayé et j'en suis arrivé à la conclusion que l'origine de cette expression est absolument inconnue. » 18. Parmi les mythes populaires qui entourent cette communauté sans nom, deux théories principales ont survécu aux interprétations les plus farfelues et à l'épreuve du temps. La première explication qui fait valeur de référence quasi officielle serait liée aux brodequins de cuir noir dont les soldats de l'armée d'Afrique étaient chaussés au début de la conquête de l'Algérie. Par glissement métonymique,
l'expression pieds noirs en vient à désigner ces pionniers d'Algérie qui risquèrent la mission civilisatrice jusqu'aux confins bourbeux et boueux des marécages de la Mitidja. À cette affaire de pieds, on peut, au passage, mentionner la thèse défendue par Joël Hureau et Emmanuel Robles selon laquelle les pieds auraient été noircis par le foulage des raisins, la viticulture constituant l'une des activités agricoles les plus développées par les premiers colons. Une autre piste se fonderait sur une réalité historique moins ancienne datant des fêtes du centenaire de l'Algérie française, en 1930, au cours desquelles les officiels auraient porté des escarpins noirs et pointus, 13. Une deuxième hypothèse liée à cet esprit de conquête des années 1830 que nous appellerons ruée vers l'Algérie, correspond à l'idée selon laquelle les soldats du contingent, dont l'arrivée coïncide avec l'apparition du mot dans le langage courant, auraient trouvé aux gens du cru une mentalité et des comportements de personnages de western et les auraient qualifiés, non de cow-boys mais d'indiens, Blackfeet. Martini 274. Néanmoins, le parallèle avec la conquête de l'Ouest est une fausse piste et la réalité des faits nous interdit de filer la métaphore. En effet, si par pieds noirs, avec majuscule, on désigne les tribus indiennes décimées par le pionnier américain, l'expression désigne en Algérie, le colon lui-même et non l'indigène colonisé. Comme nous le rappelle très justement, Lecomte, le seul point commun entre pieds noirs d'Afrique du Nord et d'Amérique, c'est tant que les descendants de la tribu spoliée vivent aujourd'hui dans les réserves. 50 à la supposition que ne manque pas de nous rappeler Yacomo selon laquelle d'authentiques Blackfeet américains auraient débarqué au Maroc en 1942, son fondement n'est assorti d'aucun document à valeur historique. Sur ces questions où l'Indien rejoint l'indigène, nous ne résistons pas à livrer le point de vue de Marie Cardinal, tout empreinte d'un fatalisme cynique et d'une nostalgie bon enfant, typique de la pensée populaire pieds noirs. Notre histoire commence par sa fin. Nous n'avons été pieds noirs qu'au moment de partir. On dit que ce sont les Arabes qui nous ont appelés comme ça, du temps de la conquête, parce que les premiers colons débarquaient avec des souliers noirs. Pourquoi pas nous les avons bien appelés ratons, bougnoules, troncs de figuier, bicots, etc. Pourquoi pas pieds noirs? Il y a bien des Indiens Cris et des Indiens Micmac. Cardinal, pieds noirs 80. Au rang des hypothèses moins répandues, Edmond Bruat nous rappelle d'autre part dans Nous les pieds noirs que le terme pieds noirs désignait autrefois les travailleurs utiles mais indésirables au carré des officiers, 32. Il s'agit d'une définition légitime corroborée dans l'édition 1972 du Petit Robert, qui les définit comme les chauffeurs des bateaux à charbon, de la marine marchande, expression qui daterait de 1917. De son côté, J.H. Fabre offre sa perspective d'entomologiste qui fait des pieds noirs de petits passereaux migrateurs chasseurs d'insectes qui poursuivent leur descente vers le sud, pour se rendre dans les pays sans hiver, l'Espagne et l'Italie méridionale, les îles de la Méditerranée, l'Afrique, ref. Lucienne Martini subodore à ce propos la solidité de la thèse éventuelle qui sous-tendrait une origine marocaine. Des témoignages oraux, confirmés par Emmanuel Robles, attestent l'emploi du mot, au Maroc, dès avant 1954, pour désigner les nouveaux immigrants, et m'a-t-on précisé aussi les Français d'Algérie à l'époque. Allusion aux passereaux migrateurs du même nom, Martini 274 à 5. Ici, la remarque dubitative de Martini semble nous mettre en garde contre des rapprochements trop hâtifs. En effet, quoique les travaux de recherche scientifique conduits par Fabre soient de nature sérieuse, ils ne demeurent pas assez convaincants pour que nous arrêtions l'origine du vocable à la familiarité géographique, la simple source commune à tous, en l'occurrence, la Méditerranée. Symptomatique de l'hétérogénéité de leur identité, le terme pieds noirs s'est conjugué à une kyrielle d'autres appellations qui lui furent contemporaines, dont le tout aussi polémique, rapatrié d'une part, ou encore celui que les pieds noirs plébiscitèrent lors de la débâcle de l'été 1962 sur le port de Marseille, replié. Voyons ci-dessous les origines de ces vocables, et attelons-nous à mettre en corrélation la réalité historique à laquelle ces derniers font référence. Rapatriés, réfugiés, expatriés et les autres. Lorsque l'on parcourt la presse des villes où avaient été mises en place les antennes du secrétariat d'État aux rapatriés dont la mission, non pas civilisatrice mais ô combien solidaire, fut de faciliter l'accueil des familles dans les ports et aéroports, Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, pour ne citer que les principales,
il semblerait que l'absence de consensus soit le reflet lexical du chaos humain provoqué par cet exode massif. Dans un même article, à quelques lignes d'intervalle, il n'est pas rare de prendre le journaliste en flagrant délit d'ubiquité lexicale. Tour à tour rapatriés, repliés, Français d'Algérie par opposition aux Français de métropole, pieds noirs, les déracinés d'Algérie apparaissent comme un groupe insondable que seul l'arrachement à la terre natale et le besoin d'accompagnement psychologique, social et financier semblent caractériser. Avant le 10 mai 1962, cependant, aucun besoin d'un encadrement particulier n'avait été pressenti par les autorités. Celles-ci s'étaient donc contentées de l'accueil traditionnel offert par les services douaniers et policiers. Contrairement au rapatriement des colons du Maroc et de Tunisie, le retour de 600 000 Français d'Algérie s'échelonna sur les mois de l'été 1962 seulement, laissant les services sociaux et l'infrastructure d'accueil des villes concernées incapables de faire face aux besoins des rapatriés. Un tel afflux de ressortissants en métropole fut exacerbé par plusieurs facteurs que nous aimerions détailler ici, dans la mesure où ceux-ci participent à la confusion liée à l'identité pied-noir de l'époque. Les vocables que les métropolitains auront au fait de choisir pour leurs compatriotes d'outre-mer se feront les héros de cette hybridité terminologique. Premièrement, le départ en Algérie et l'exode vers la métropole furent retardés, une grande partie des Européens d'Algérie ne se doutant peu de la tournure radicale que prendraient les événements et croyant encore au dénouement heureux à ces 7 années d'affrontements qu'ils avaient fini par intégrer à leur quotidien. En effet, malgré l'intensification des tiraillements entre les deux factions, Européens et Algériens, le risque quotidien d'être enlevés voire tués ne pronostiquait en rien un départ imminent pour beaucoup d'entre ceux qui avaient gardé espoir. À cela, il faut ajouter que l'OAS, organisation de l'armée secrète, plaçait les pieds noirs dans une position délicate. Farouchement opposés à l'idée d'une Algérie indépendante, ces militaires qui s'étaient sentis floués par le gouvernement français œuvraient dans le sens opposé des autorités françaises qui demeuraient, elles, en faveur de négociations en vue d'une éventuelle autodétermination du côté algérien. Trahis par la France, ces ardents défenseurs de l'Algérie française, au nom du prestige de laquelle tant de leurs soldats avaient péri, ne pouvaient décemment se résoudre à l'issue qui se préfigurait. Forte de 2 antennes en Algérie et en métropole, l'OAS exerça une pression allant jusqu'à interdire aux Européens de rejoindre la métropole. Selon la Croix du samedi 20 janvier 1962, tout départ du territoire algérien sans autorisation du commandant du secteur de l'organisation de l'armée secrète sera considéré comme une désertion et sanctionné comme tel. Ces tactiques d'intimidation visant à réduire la décolonisation à une allégeance manichéenne eut des conséquences désastreuses chez les Européens d'Algérie coincés entre 2 feux mal éteints, celui de leur amour viscéral à la terre algérienne et celui de rester fidèle à la mère patrie marâtre. Face au péril arabe. Nous pouvons observer, par ailleurs, que l'impécuniosité fut à l'origine des semaines d'attente auxquelles certains Européens aux revenus modestes durent faire face au moment de régler les billets de passage au siège des aérodromes ou des compagnies maritimes algériennes. Comme nous le rappelle Cécile Mercier, cette formalité n'était pas sans risque. La démarche qu'il fallait accomplir pour se procurer ces titres de transport les mettait dans une situation délicate, et plus particulièrement vis-à-vis de l'OAS, qui jusque-là empêchait tout départ d'Algérie. Enfin, il fallait faire la chaîne afin de pouvoir se procurer ces billets, ce qui excluait les personnes voulant partir discrètement, Mercier 56. Le deuxième facteur qui fit, du jour au lendemain, des pieds noirs les rapatriés de l'été 1962 se justifie de manière diamétralement opposée. Alors que l'OAS ralentit autant que faire se peut les départs en menaçant le nombre croissant de citoyens qui font une demande d'autorisation de sortie du territoire auprès des commissariats, face à la lenteur des autorités administratives et le marasme constaté dans les ports d'embarquement où la cohue des futurs déportés dépassait largement les capacités d'infrastructures traditionnelles, le FLN, au contraire de l'OAS, avait tenu un rôle d'accélérateur des départs. Prévenus qu'une menace pesait sur eux, de nombreux pieds noirs durent quitter précipitamment l'Algérie pour avoir la vie sauve, 54. Devant l'insécurité des représailles éventuelles émanant du FLN, certains pieds noirs bravèrent les interdits patriotiques de l'OAS, attachés au maintien envers et contre tout de l'Algérie,
et rejoignirent la métropole dans la hâte, la détresse et l'affolement d'ordinaire associés aux fugitifs. C'est dans le contexte de ce dépouillement double, et de leur terre et de leur identité distincte de la métropole, qu'il faut envisager le rejet des Pieds-Noirs, lorsque, après avoir bravé le danger de 8 années d'affrontement, ceux-ci se retrouvent dans un environnement faussement familier, la métropole, une terre moins d'adoption que d'asile que seuls 72% des Pieds-Noirs de souche française connaissent pour y avoir séjourné et dont la grande majorité des Français naturalisés n'ont, au mieux, une connaissance de carte postale, voire livresque pour les plus instruits. Friande de controverses médiatiques, la presse s'empare de cette dichotomie qui éloigne les Français de métropole de leurs coreligionnaires d'Algérie. Dès le 10 mai 1962, on peut lire dans La Croix que les Pieds-Noirs, humiliés par la France qui les a trahis, commencent par bouder les services d'aide et d'accueil présents lors de leur débarquement à Marseille. Jusqu'ici, à peu près personne n'a eu recours aux services mis dans le port de Marseille à la disposition des arrivants. Ceux-ci ne sont pas encore de vrais rapatriés. Néanmoins, rapatrié est une aberration lexicale. En effet, si l'on s'en réfère à la définition que propose le Petit Robert de 1991, le verbe rapatrier n'est pas adapté à la situation administrative de l'Algérie française. Assurer le retour d'une personne sur le territoire du pays auquel elle appartient par nationalité. L'Algérie étant une région française, il eût été impossible de réintégrer des compatriotes, à moins que ces derniers aient été considérés comme des citoyens de seconde classe, sentiment partagé par les Pieds-Noirs dans l'imaginaire collectif desquels les Frangaouis 8 n'étaient au départ, sinon ouvertement hostiles, tout au moins peu disposés à les accueillir à bras ouverts. Au regard des délégations d'accueil improvisées par le secrétaire d'État aux rapatriés à Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, le rapatrié est donc un statut, non une identité. Comme tout statut, il impliquait une procédure administrative que ces délégations étaient censées faciliter. Comme nous le rappelle le Provençal du 16 juin 1962, ces délégations avaient pour mission de constituer les dossiers de prestations d'urgence et d'allocations mensuelles, et de régler ces dernières aux rapatriés. Autrement dit, le rapatrié existe dès lors où il consent à entamer les démarches dont la métropole avait à l'origine, prévu de poser les jalons en Algérie, mais dont les vœux étaient restés pieux, compte tenu du chaos entourant le tollé des accords d'Évian et de la précipitation des départs. Que penser d'une identité de fortune acquise principalement à coup de prestations de retour, d'indemnisation de subsistance et de subventions d'installation? Comment l'accepter sans en rejeter les relents schizophréniques? Comment en être fier foncièrement, et la revendiquer sans arrière-pensée? Et surtout, si tant est qu'une identité requiert autant d'être acceptée par celui qui la porte que reconnue par autrui, comment justifier de cette attention concentrée dont vont faire l'objet les rapatriés entre les mois de mai et d'août 1962? Sans compter que le rapatrié commence par faire, ou plutôt, refaire son nid, avant tout en se forgeant une identité au détriment de son frère de métropole, c'est du moins ainsi que ce dernier interprète l'ordonnance parue au journal officiel du 12 avril 1962 qui favorise la recherche des emploi des rapatriés en leur attribuant, comme le précise le Sud-Ouest du vendredi 13 avril 1962, une priorité au sein des établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, occupant régulièrement plus de 50 salariés. Un tel privilège assorti des procédures de reclassement dont bénéficièrent certains corps de métier tels que celui des agriculteurs, des bourses de travail dont la mission fut de mettre en relation les chercheurs d'emploi rapatriés et les employeurs métropolitains, des solutions moins appréciées comme la reconversion professionnelle, ne constituèrent pas des facteurs positifs à leur adaptation matérielle et psychologique aux conditions de la vie métropolitaine. Comme nous le rappelle Le Monde, daté du vendredi 7 septembre 1962. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.